Décembre 1942, quelque part au-dessus des îles Salomon, un mitrailleur de 19 ans, nommé Eddie Kowalski, se tient dans le ventre d'un B-17, les mains agrippant une Browning M2 qui vibre comme un marteau-piqueur. Un zéro japonais apparaît dans son champ de vision à 10 heures, peut-être 300 mètres, se déplaçant de gauche à droite comme une flèche. Eddie fait exactement ce que chaque instinct de son corps lui dit de faire. Il place les réticules directement sur le fuselage de l'avion ennemi et appuie sur la gâchette. 50 balles crient. Le feu de traçage trace un arc dans l'air et Eddie regarde chaque balle passer inoffensivement derrière la queue du zéro. Le pilote japonais ne prend même pas d'action d'évitement. Il continue simplement à voler complètement intact, tandis que le compteur de munitions d'Eddie tourne vers le vide. Ce n'était pas l'échec d'Eddie. Cette même scène s'est déroulée des milliers de fois dans tous les théâtres de la Deuxième Guerre mondiale au cours de ces premières années. Les mitrailleurs américains, bien entraînés, motivés, équipés des meilleures mitrailleuses jamais fabriquées, manquaient leur cible. Non occasionnellement, constamment. L'armée de l'air a mené une étude au début de 1943 en analysant les images des caméras de tir des missions de bombardement en Europe et dans le Pacifique. Les résultats ont été catastrophiques. Les mitrailleurs aériens entraînés obtenaient des taux de réussite inférieurs à 4% contre les cibles en travers. 4%. Cela signifiait que pour chaque 100 balles tirées sur un avion ennemi se déplaçant perpendiculairement à la position du mitrailleur, 96 balles ne frappaient que l'air. Les mathématiques étaient brutales. Un engagement typique pouvait durer 8 à 12 secondes avant que le chasseur ennemi ne se retire ou ne sorte de portée. La Browning M2 tirait environ 800 coups par minute, environ 13 coups par seconde. Dans un engagement de 10 secondes, un mitrailleur pouvait théoriquement mettre 130 balles en l'air. Avec un taux de réussite de 4%, cela signifiait que 5 balles pourraient réellement frapper la cible. 5 coups n'étaient pas suffisants pour abattre un zéro, et encore moins un avion robuste comme le Focke-Wulf FW-190. Les chasseurs allemands et japonais pouvaient absorber des dizaines de balles de 50 calibres et continuer à voler. Le coût humain était énorme. En 1943, seule, la 8e armée de l'air volant au-dessus de l'Europe a perdu 188 bombardiers par mois en moyenne. Chaque B-17 transportait 10 hommes. C'est 1880 aviateurs tués, capturés ou disparus tous les 30 jours. Et un pourcentage important de ces pertes provenait de formations de bombardiers qui ne pouvaient pas se défendre efficacement contre les attaques de chasseurs. Les mitrailleurs faisaient tout correctement selon leur entraînement. Suivre la cible, maintenir l'image de visée, contrôler leurs rafales. Le problème n'était pas leur courage ou leur engagement. Le problème était la physique. Et la physique ne se souciait pas de la bravoure. Chaque mitrailleur visait instinctivement directement ce qu'il pouvait voir. Cela avait parfaitement du sens. Vous pointez vers la chose que vous voulez frapper. Vous appuyez sur la gâchette, la chose est frappée. Cette logique fonctionne bien quand vous tirez sur une cible stationnaire, sur un champ de tir, ou même quand vous chassez un cerf qui se déplace à 20 milles à l'heure. Mais les chasseurs ennemis n'étaient pas des cerfs. Ils traversaient le champ de vision du mitrailleur, à des vitesses dépassant 300 milles à l'heure. Certains des modèles de fin de guerre, comme le M262, à réaction, pouvaient atteindre 540. À ces vitesses, le temps qu'il fallait pour qu'une balle voyage du canon du fusil à la position de la cible signifiait que la cible n'était plus là quand la balle arrivait. La balle elle-même se déplaçait rapidement, environ 2900 pieds par seconde, quittant le canon d'une Browning M2. Cela semble instantané, et à courte portée contre des cibles lentes. C'était effectivement le cas. Mais dans le combat aérien, courte portée signifiait 200 à 400 mètres, et les cibles criaient à travers le ciel à des vitesses qui auraient semblé impossibles il y a seulement 20 ans. Un zéro volant à 300 milles à l'heure couvrait 440 pieds chaque seconde. Faites le calcul sur un tir de 300 mètres, c'est 900 pieds. À 2900 pieds par seconde, la balle avait besoin d'environ 0,31 secondes pour couvrir cette distance. Cela ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais en ces 0,31 secondes, ce zéro s'était déplacé d'encore 136 pieds en avant, 11 longueurs de voiture. Le mitrailleur visait où se trouvait l'avion, mais la balle arrivait où l'avion avait été un tiers de seconde plus tôt, passant à travers l'air vide, tandis que le chasseur ennemi continuait intact. Ce phénomène avait un nom, erreur de déviation. Les scientifiques militaires le comprenaient en théorie bien avant la Deuxième Guerre mondiale.
Mais comprendre quelque chose dans une salle de classe et le résoudre au combat étaient des problèmes entièrement différents. La déviation requise n'était pas un ajustement mineur. C'était massif et contre-intuitif. Contre une cible traversant à 90 degrés à 300 mètres de distance, un mitrailleur devait viser environ 15 à 20 pieds devant le nez de l'avion. Cela signifiait mettre vos réticules sur ce qui ressemblait à un ciel complètement vide, en faisant confiance au fait que la cible volerait dans votre flux de balles. Chaque instinct humain criait contre cela. Les instructeurs de tir ont essayé d'enseigner le tir avec déviation pendant l'entraînement, mais les résultats ont été désastreux. L'école de tir flexible de l'armée de l'air à Laredo, au Texas, a soumis les étudiants à des programmes rigoureux à partir de 1942. Les stagiaires ont passé des heures dans des simulateurs de tourelles, ont tiré sur des cibles remorquées depuis des camions en mouvement, ont étudié des diagrammes montrant les angles de visée appropriés. Rien de cela ne s'est traduit efficacement au combat réel. Le problème était la complexité. La déviation n'était pas un seul calcul. Elle changeait constamment en fonction de la vitesse de la cible, de l'angle de la cible, de la portée, de l'altitude, du fait que la cible montait ou descendait, du fait que votre propre avion tournait. Un mitrailleur de tourelle ventrale de B-17 engageant un Bf-109 effectuant une attaque frontale avait besoin d'une déviation différente du même mitrailleur engageant le même avion lors d'une attaque, par le travers depuis le côté. Et il avait peut-être 4 secondes pour traiter toutes ces variables tout en étant tiré dessus, tandis que son avion se secouait à travers les dégâts de la flaque, tandis que son masque à oxygène s'embuait à 25 000 pieds. La barrière psychologique était tout aussi mortelle que celle technique. Les mitrailleurs qui ont survécu à leur première mission et ont essayé de mettre en œuvre le tir avec déviation l'ont souvent abandonné après des échecs apparents. Ils visaient devant une cible, tiraient une rafale, voyaient leur traceur tracer un arc à travers le ciel vide devant l'avion ennemi et concluaient qu'ils avaient trop avancé. Engagement suivant, ils réduisaient leur avance, rapprochant leur point de visée de la cible visible. Ils se corrigeaient dans exactement la mauvaise direction, faisant confiance à leurs yeux plutôt qu'à la physique qu'ils ne pouvaient pas voir. Les images des caméras de tir des missions de 1943 montrent ce modèle à plusieurs reprises. Les rafales initiales avec une certaine avance, suivies de rafales ultérieures, marchant en arrière jusqu'à ce que le mitrailleur tire directement sur ou même légèrement derrière la position actuelle de la cible. Les pertes se sont accumulées. Les dossiers de la 8e armée de l'air des missions d'octobre 1943 à Schweinfurt ont montré des pertes de 20%, 60 bombardiers, ne revenant pas sur 291 envoyés. Les survivants ont atterri avec des équipages morts et blessés, des lignes hydrauliques déchiquetées, des moteurs traînant de la fumée. Lors des débriefings, les mitrailleurs ont signalé la même frustration. Ils avaient tiré. Leurs armes fonctionnaient, mais leurs balles ne se connectaient pas. Quelque chose de fondamental devait changer et cela devait changer rapidement car au taux de pertes actuelles, la campagne de bombardement alliée s'effondrerait avant même d'atteindre Berlin. La solution était assise dans un classeur depuis 1924. Écrite par un homme que la plupart des équipages de combat aériens n'avaient jamais entendu parler. Le lieutenant-colonel James Puckle, non pas le Puckle historique qui a inventé le canon de défense, mais un officier d'artillerie américain avec un don pour la balistique, avait publié un document technique intitulé « Le problème de l'avance en tir aérien », tout en servant comme instructeur à l'école d'artillerie de campagne de l'armée. Puckle n'était pas un universitaire théorique déconnecté de la réalité. Il avait servi en France pendant la Première Guerre mondiale, avait été témoin des premières tentatives maladroites de combat aérien et avait reconnu que les vitesses de l'aviation allaient créer une crise de ciblage que le tir traditionnel ne pouvait pas résoudre. Son document exposait les mathématiques avec une clarté brutale. Puckle a démontré qu'à mesure que les vitesses des avions augmentaient au-delà de 150 milles à l'heure, les angles de déviation requis dépasseraient la capacité intuitive humaine. Il a calculé que contre une cible se déplaçant à 250 milles à l'heure à un angle perpendiculaire, un mitrailleur devrait viser environ 4 à 5 longueurs d'avion devant la cible visible. Son document incluait des tableaux, des graphiques exhaustifs, montrant l'avance requise pour diverses combinaisons de vitesse de cible, de portée et d'angle de traversée. Un tir de 200 mètres à un angle de traversée de 90 degrés contre une cible de 300 milles à l'heure menait à 47 pieds. Même cible à 400 mètres menait à 94 pieds. Les chiffres étaient stupéfiants et la conclusion de Puckle était encore plus troublante.
Sans assistance mécanique, les mitrailleurs aériens seraient effectivement inutiles dans une décennie. L'armée a classé son document et l'a oublié. Tout au long des années 1920 et 1930, l'aviation militaire a progressé rapidement, mais l'entraînement au tir est resté enraciné dans la méthodologie de la Première Guerre mondiale. Les instructeurs enseignaient les principes fondamentaux du tir, la vision de la cible, le contrôle de la détente, le contrôle de la respiration, comme si les étudiants se préparaient à une compétition de tir à la carabine plutôt qu'à une poursuite tridimensionnelle à 300 milles à l'heure. Les rares voix plaidant pour un entraînement avancé au tir par anticipation ont été rejetées comme des alarmistes. Après tout, le raisonnement allait, les Américains avaient toujours été d'excellents tireurs. Daniel Boone, le sergent York, la tradition frontalière du tir de précision. Sûrement ces compétences se transposeraient au combat aérien avec une pratique appropriée. Elles ne l'ont pas fait. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale en décembre 1941, l'entraînement au tir de l'armée de l'air était catastrophiquement impréparé à la réalité du combat aérien moderne. Le programme d'entraînement standard a duré 4 semaines. Les étudiants ont tiré environ 1000 cartouches au total pendant tout leur cours de qualification. La plupart de ces munitions ont été utilisées pour des cibles stationnaires et des manches lentement remorquées qui se déplaçaient à peut-être 150 milles à l'heure en ligne droite, prévisible. Pas un seul scénario d'entraînement n'a reproduit le chaos d'un FW 190 plongeant à travers une formation de bombardiers à 400 milles à l'heure, tout en exécutant un tonneau. Les diplômés ont reçu leurs ailes, ont grimpé dans des bombardiers, ont volé vers l'Angleterre ou le Pacifique, et ont découvert que leur entraînement était inutile la première fois qu'un zéro a traversé leur viseur. Vers le milieu de 1942, des commandants désespérés ont commencé à fouiller les anciennes bibliothèques techniques, cherchant n'importe quoi qui pourrait aider. Un capitaine nommé Robert Williams, assigné à la section d'analyse du tir de la 8e armée de l'air, a trouvé le document de Puckle de 1924 dans les archives à Wright Field. Williams l'a lu d'une traite, puis a immédiatement rédigé un mémorandum à son officier commandant avec 2 mots soulignés 3 fois. Il savait. Puckle avait prédit ce désastre exact 18 ans avant que le premier B-7 ne vole jamais en mission de combat au-dessus de l'Europe. Ses calculs étaient toujours exacts. Ses avertissements avaient été corrects. Et des centaines de membres d'équipage aérien américains étaient morts parce que personne n'avait écouté. La question n'était pas si Puckle avait eu raison. Les mathématiques étaient indiscutables. La question était de savoir si quelque chose pouvait réellement être fait à ce sujet. Entraîner les mitrailleurs à calculer consciemment les angles de tir, par anticipation, tout en étant tiré dessus, semblait impossible. Le cerveau humain ne pouvait pas traiter la trigonométrie à la vitesse du combat, mais si le calcul conscient ne fonctionnerait pas, peut-être que quelque chose d'autre le ferait. Les Britanniques avaient déjà commencé à trouver des réponses, nées de la même désespération pendant l'été de 1940. L'escadron RAF 609 volant des Spitfire depuis Middle Wallop faisait face à une crise du tir qui reflétait ce que les bombardiers américains rencontreraient 2 ans plus tard. Leurs pilotes étaient courageux. Leurs aéronefs étaient magnifiques, mais ils manquaient leur cible. Le lieutenant d'escadre, John Dundas, a examiné les images de caméras de tir des engagements de juillet et a découvert que le taux de réussite de son escadron contre les Messerschmitt Bf 109 en croisement était d'environ 6%. 6 coups connectés sur chaque 100 tirés. Le Spitfire transportait suffisamment de munitions pour environ 16 secondes de tir soutenu. Les pilotes brûlaient toute leur charge de combat et regardaient les chasseurs allemands rentrer chez eux intacts. Le chef d'escadron Horus Darley, commandant l'escadron 609, a pris une décision radicale. Il a immobilisé toute son unité pendant 3 jours au début d'août 1940, au beau milieu de la bataille d'Angleterre, quand chaque chasseur était désespérément nécessaire dans les airs et a mené des expériences de tir réels qui violaient tous les standards du manuel d'entraînement de la RAF. Darley avait été un tireur de pigeons d'argile compétitif avant la guerre, et il comprenait quelque chose sur la conduite des cibles mobiles que les théoriciens militaires avaient négligé. Les meilleurs tireurs de fusils de chasse ne calculaient pas l'anticipation, ils la ressentaient. Leur cerveau traitait le mouvement de la cible inconsciemment. Leurs mains déplaçaient le canon devant le disque d'argile sans pensée mathématique consciente. Darley s'est demandé si les pilotes de chasse pouvaient apprendre la même réponse instinctive. Son expérience était brutalement simple.
Il avait un chasseur Hurricane remorqué une bannière cible à travers le champ de tir, tandis que ses pilotes de Spitfire effectuaient des passages de tir répétés. Mais au lieu de l'approche standard, les pilotes visant soigneusement, essayant de calculer l'angle d'anticipation précis, Darly leur a ordonné de faire quelque chose qui semblait insensé. Ne visez pas du tout. Au lieu de cela, regardez le mouvement de la cible. Laissez vos yeux suivre sa trajectoire et commencez à tirer tandis que votre aéronef tourne toujours pour le suivre. Laissez l'anticipation se produire naturellement par le mouvement de votre virage, plutôt que d'essayer de la créer consciemment avec des ajustements de visée. Tirez là où vos instincts disent que la cible va, pas là où vos yeux disent qu'elle est actuellement. Les premières tentatives ont été des désastres. Les pilotes ont manqué la bannière de 50 pieds. Leurs balles traçaient des motifs à travers le ciel vide, mais Darly les a forcés à répéter l'exercice encore. Encore, 40 passages chacun sur 3 jours. Pas de conférence sur la balistique, pas de trigonométrie, pas de tableau d'angle d'anticipation, juste la répétition avec une seule instruction simple. Tirez tandis que vous vous déplacez toujours, pas après vous être stabilisé sur la cible. Au 3e jour, quelque chose de remarquable s'est produit. Les taux de réussite des pilotes ont commencé à augmenter, pas dramatiquement. Ils sont passés de 6% à peut-être 12%. Mais ce doublement signifiait 2 fois plus de balles, frappant les aéronefs allemands, ce qui signifiait 2 fois plus de victoires, ou 2 fois plus de chasseurs ennemis, endommagés revenant à la base, incapables de voler la mission suivante. Darly a documenté ces résultats et les a soumis au quartier général du commandement des chasseurs le 18 août 1940. Son rapport incluait une observation cruciale. Les pilotes qui se sont améliorés le plus rapidement n'étaient pas ceux avec les meilleurs scores de tir en temps de paix. C'étaient ceux qui pouvaient réprimer leur instinct de viser soigneusement, et au lieu de cela, faire confiance à leur vision périphérique et à leur sens du mouvement. Le cerveau conscient, a soutenu Darly, était trop lent pour le combat aérien moderne. La réponse était d'entraîner l'inconscient à gérer l'anticipation automatiquement, de la même manière que le cerveau d'un joueur de baseball calcule où une balle volante atterrira sans résoudre consciemment les équations de trajectoire. Le commandement des chasseurs a diffusé les conclusions de Darly, mais la mise en œuvre était dispersée et incohérente. Certains escadrons ont adopté la technique avec enthousiasme, d'autres l'ont rejetée comme du non-sens non scientifique. Le commandement d'entraînement de la RAF était particulièrement résistant. Leurs instructeurs avaient des décennies d'expérience dans l'enseignement des principes fondamentaux du tir, et l'approche de Darly semblait abandonner tout ce qu'ils savaient sur la discipline de tir appropriée. Mais les résultats du combat ne mentaient pas. Les escadrons qui ont adopté le tir par anticipation basé sur le mouvement ont montré des ratios de victoire mesurément meilleurs tout au long de l'automne de 1940. Les données étaient suffisamment claires pour qu'au début de 1941, la technique devienne tranquillement une pratique standard, même si les manuels d'entraînement officiels n'avaient pas encore rattrapé. Les observateurs militaires américains en Bretagne ont pris des notes détaillées sur les méthodes de Darly. Mais les forces aériennes de l'armée américaine faisaient face à un problème différent. Les pilotes de chasse pouvaient potentiellement apprendre l'anticipation instinctive par la répétition, mais les mitrailleurs de bombardiers ne le pouvaient pas. Un pilote de Spitfire contrôlait tout son aéronef en utilisant le mouvement et les angles pour créer une anticipation naturelle. Un mitrailleur de queue dans un B-17 se tenait dans une position fixe, tandis que son aéronef volait droit et niveau à travers les tirs de flak, incapable de manœuvrer, incapable d'utiliser le mouvement de l'aéronef pour générer l'anticipation. Il n'avait que ses mains sur le canon et ses yeux sur la cible. Si le calcul conscient était trop lent et le mouvement instinctif n'était pas disponible, la solution devait être mécanique. Entrer le Massachusetts Institute of Technology, spécifiquement le Radiation Laboratories Division CEPT, établi au début de 1942. Le nom était une désinformation délibérée. Le Radiation Laboratory suggérait la recherche atomique, ce qui a aidé à maintenir le secret autour de ce que la division 7 construisait réellement, les systèmes de contrôle de tir. Le chef de la division, le Dr Charles Stark Draper, était un ingénieur de 40 ans qui avait passé la décennie précédente à développer des instruments gyroscopiques pour la navigation aérienne. Draper comprenait que le problème d'anticipation n'était pas fondamentalement une question de tir. C'était une question de prédiction. Un viseur devait montrer au mitrailleur non pas où la cible était actuellement, mais où la cible serait quand les balles arriveraient.
Le viseur informatisé Mark XIV a émergé du laboratoire de Draper sous forme de prototype en juillet 1943. Il ressemblait à quelque chose de la science-fiction, un viseur réflecteur connecté à un système de gyroscope qui pesait 28 livres et nécessitait une alimentation électrique du système générateur de l'aéronef. Le canonnier l'actionnait par un contrôle de télémétrie mécanique. Il tournait un cadran pour faire correspondre une série de marques de référence à l'envergure de l'aile de la cible, ce qui donnait au site les informations de portée dont il avait besoin. Ensuite, il suivait la cible pendant environ 2 secondes, tout en la maintenant centrée dans un petit cercle de suivi. Pendant ces 2 secondes, le gyroscope mesurait la vélocité angulaire de la cible, la vitesse à laquelle elle se déplaçait dans le champ de vision du canonnier. C'est là que c'est devenu remarquable. Le mécanisme interne du Mark XIV utilisait une série de cames et d'engrenages, des ordinateurs analogiques construits à partir de métal usiné, pour résoudre l'équation de déviation en temps réel. Il prenait l'entrée de portée du canonnier, la vélocité angulaire du gyroscope et les propriétés balistiques connues de la cartouche de 50 calibres, puis calculait exactement à quelle distance en avant de la cible les canons devaient se pointer. Il affichait le résultat sous la forme d'un réticule illuminé qui semblait flotter dans l'espace en avant de la cible. Le canonnier ne visait plus l'aéronef, il visait le point lumineux. Et s'il avait correctement télémétré et suivi régulièrement, le point lui montrait exactement où tirer. Le Mark XIV résolvait les mathématiques qui prendraient plusieurs minutes au cerveau humain en utilisant un crayon et du papier, et il résolvait ces équations 30 fois par seconde, mettant continuellement à jour à mesure que l'angle et la portée de la cible changeaient. Les tests à la station aéronavale de Norfolk, en Virginie, en août 1943, ont produit des résultats qui semblaient presque impossibles. Les canonniers qui n'avaient jamais obtenu de meilleur taux de réussite que 5% contre les cibles en traversée ont immédiatement bondi à 18% avec le Mark XIV, et c'était leur premier jour d'utilisation du système. Après une semaine de pratique, les taux ont grimpé au-dessus de 25%. C'était une amélioration 5 fois supérieure à la visée manuelle, ce qui se traduisait directement par 5 fois plus d'aéronefs ennemis, endommagés ou détruits par engagement. Mais la fabrication et l'installation de dizaines de milliers de viseurs Mark XIV sur toute la flotte de bombardiers prendraient du temps que les Alliés n'avaient pas. La production n'a commencé en nombre significatif qu'au début de 1944, et la priorité d'installation est allée aux nouveaux aéronefs sortant des chaînes de montage plutôt qu'à la modernisation des bombardiers existants. Cela signifiait que la majorité des canonniers volant des missions à la fin de 1943 et au début de 1944 utilisaient toujours des viseurs à fer basiques ou des viseurs réflecteurs rudimentaires sans capacité de calcul. Ils avaient besoin de quelque chose qu'ils pouvaient mettre en œuvre immédiatement sans attendre une nouvelle technologie, sans nécessité de modifications électriques à leurs aéronefs. Ils avaient besoin d'une technique qui fonctionnait avec l'équipement qu'ils avaient déjà. La percée ne venait pas des ingénieurs ou des scientifiques, mais des canonniers de combat eux-mêmes, spécifiquement du théâtre du Pacifique, où les distances d'engagement et la visibilité étaient souvent meilleures que sur l'Europe couverte de nuages. Le sergent-chef William Bill Fleming, canonnier de tourelle à bord du personnel de soutien du groupe aérien de l'USS Lexington, en mars 1944, avait volé 31 missions de combat et avait survécu à 4 pertes d'aéronefs. Fleming n'était pas un officier, n'avait pas d'éducation universitaire, ne pouvait pas expliquer la précession gyroscopique si sa vie en dépendait. Mais il avait tiré environ 40 000 cartouches au combat et avait personnellement été témoin de coups sur 7 aéronefs ennemis. Il avait aussi tenu un carnet. Le carnet de Fleming contenait quelque chose d'inhabituel, des croquis d'aéronefs ennemis avec des lignes tracées à la main s'étendant vers l'avant à partir de leur nez, montrant où il avait réellement visé lors des engagements réussis. Il avait mesuré ses distances de plomb en les comparant à la longueur de l'aéronef cible, 2 longueurs de plan en avant ou 3 longueurs de plan en avant. Le 14 mars 1944, Fleming a présenté son carnet au commandant de lieutenant Edward Butch O'Hare lors d'une séance de débriefing de routine. O'Hare, déjà récipiendaire de la médaille d'honneur et l'un des meilleurs tacticiens de la marine, a immédiatement reconnu ce qu'il voyait. Des données empiriques de déviation recueillies dans des conditions de combat réelles. O'Hare a ordonné à Fleming de mener des séances d'entraînement avec chaque canonnier du groupe aérien, pas des cours magistraux, des exercices pratiques utilisant une technique simple qui devint connue sous le nom de méthode de tir au point.
Fleming ferait se tenir les canonniers à leur poste tandis qu'un autre membre de l'équipage marchait le long du pont d'envol en tenant un modèle d'aéronef sur un poteau. Alors que le modèle passait à différents angles, Fleming entraînait les canonniers à étendre leur visée vers l'avant par des incréments spécifiques. Une longueur d'aéronef pour les angles de traversée légers, 2 longueurs pour les angles modérés, 3 ou plus pour les tirs de traversée raide. La clé était de donner aux canonniers une référence visuelle qu'ils pouvaient mémoriser et appliquer instantanément. Compter les longueurs de plan vers l'avant à partir du nez, puis tirer. L'officier d'artillerie du Lexington, sceptique mais désespéré par n'importe quoi qui pourrait fonctionner, a autorisé les tests contrôlés pendant les opérations du porte-avions au large du lagon de Truk à la fin de mars 1944. Il a extrait les données de dépenses de munitions et de confirmation de coûts pour les 8 semaines précédentes, puis a suivi les mêmes mesures après le programme d'entraînement de Fleming. Les résultats étaient indéniables. Avant l'entraînement, les canonniers du groupe aérien ont en moyenne 2 coups pour 100 cartouches tirées contre les cibles en traversée. À la fin d'avril, seulement 6 semaines après la mise en œuvre du tir au point, ce taux était passé à 9,1 coups pour 100. La technique avait plus que doublé leur efficacité. La nouvelle s'est propagée dans la flotte du Pacifique avec une vitesse remarquable. En mai 1944, des variations de la méthode de tir au point de Fleming étaient enseignées à bord des porte-avions Essex, Enterprise et Bunker Hill. Les officiers d'artillerie de chaque porte-avions ont ajouté leur propre perfectionnement, mais le principe fondamental est resté. Donner aux canonniers un système de mesure visuelle simple directement lié à la taille apparente de la cible, éliminant le besoin de calcul conscient. Un canonnier n'avait pas besoin de savoir qu'il compensait 0,3 secondes de temps de vol de la balle. Il devait juste se souvenir de 3 longueurs de plan vers l'avant pour un tir de traversée. La technique fonctionnait parce qu'elle correspondait à la façon dont le traitement visuel humain fonctionne réellement. Nos cerveaux sont exceptionnels pour la comparaison de taille relative, mais terribles pour l'estimation de distance absolue. Demander à un canonnier de mener par 50 pieds ne signifiait rien quand il n'avait aucune référence pour ce que 50 pieds ressemblait à 300 mètres de distance. Mais mener par 2 longueurs de plan lui donnait une norme visuelle immédiate qu'il pouvait appliquer sans réfléchir. Le zéro qu'il suivait fournissait son propre bâton de mesure. Il devait juste étendre cette mesure vers l'avant, dans l'espace vide. Les forces aériennes de l'armée ont adopté des protocoles d'entraînement similaires au milieu de 1944, bien qu'ils l'aient appelé « tir » à rayon d'action. Les manuels techniques ont commencé à inclure des illustrations montrant les distances de plomb appropriées, exprimées en multiples de l'envergure de la cible ou de la longueur du fuselage. L'école d'artillerie de la 8e force aérienne à Lavenham, en Angleterre, a reconstruit tout son programme d'entraînement autour de la technique en juin 1944. Les taux de perte de mission, bien que toujours importants, ont commencé à décliner. Juillet 1944 a montré 3,4% de perte de bombardiers par mission par rapport à 5,2% en octobre précédent. Cette différence représentait des centaines de membres d'équipage qui sont rentrés à la maison au lieu de mourir sur l'Allemagne. Mais connaître la technique et l'exécuter dans des conditions de combat restaient 2 défis entièrement différents. Le cerveau humain, même armé de la méthode de tir au point, s'opposait toujours à lui-même quand le tir commençait. Les psychologues intégrés aux forces aériennes de l'armée ont documenté ce phénomène de manière extensive lors d'entretiens en 1944 avec les canonniers de retour. Le problème n'était pas la connaissance. Les canonniers pouvaient réciter les distances de plomb appropriées parfaitement lors des débriefings. Le problème était que la connaissance consciente s'évaporait sous le stress, remplacée par l'instinct primaire qui criait « Visez la menace ». Le capitaine Harold Klein, un psychologue de l'armée stationné à Bovington, a étudié cette réponse par l'analyse des images de caméras de canon associées aux entretiens après la mission. Il a identifié un modèle qu'il a appelé effondrement de fixation de menace. Les canonniers commenceraient un engagement en utilisant une déviation appropriée, mais à mesure que le chasseur ennemi se rapprochait et que le danger perçu s'intensifiait, leur point de visée dériverait progressivement vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils tirent directement sur ou même derrière la cible. Les données de Klein ont montré que cet effondrement s'est produit le plus rapidement lors des attaques frontales où la vitesse de rapprochement entre le bombardier et le chasseur dépassait 500 milles à l'heure, et le canonnier avait peut-être 2 secondes avant que l'ennemi n'ouvre le feu. Sous ce stress extrême, la technique rationnelle s'est dissoute en pure réaction, pointée sur la chose effrayante, tirer. La seule solution était une répétition si extensive
que le tir de déviation contournait la pensée consciente entièrement, s'enracinant au même niveau neurologique que la marche ou l'attrapage d'une balle lancée. Cela nécessitait du temps d'entraînement que l'armée ne pouvait pas se permettre en 1942 et 1943. Mais à la fin de 1944, avec l'amélioration du contrôle aérien allié et les pipelines d'entraînement plus établis, les écoles d'artillerie ont prolongé leur programme. Le cours standard qui avait duré 4 semaines en 1942 s'est étendu à 8 semaines, puis à 10. Les étudiants ont maintenant tiré 5000 cartouches pendant l'entraînement au lieu de 1000. Et de manière significative, plus de la moitié de ces rafales ont été dirigées vers des cibles mobiles à des vitesses de combat réalistes. L'école des mitrailleurs de la marine aérienne à Jacksonville, en Floride, a mis au point un exercice particulièrement efficace à partir d'août 1944. Ils ont monté des mitrailleuses de 50 calibres sur des tourelles motorisées qui pouvaient tourner et s'élever rapidement, puis ont fait remorquer des cibles par des bateaux à grande vitesse à travers l'eau, à des vitesses allant jusqu'à 60 milles à l'heure, tout en variant aléatoirement leur distance et leurs angles de croisement. Les stagiaires mitrailleurs ont engagé ces cibles à plusieurs reprises, 50 à 70 passages par jour, jusqu'à ce que l'acte de correction de tir devienne automatique. Les instructeurs ne corrigeaient pas les étudiants verbalement pendant les exercices. Ils les faisaient simplement tirer, vérifier leur schéma de tir, ajuster et tirer à nouveau. L'inconscient apprenait par des boucles de rétroaction plus rapidement que l'esprit conscient n'apprenait par l'instruction. Les mitrailleurs d'élite, qui ont survécu à 30 missions ou plus, ont démontré quelque chose de remarquable dans l'analyse des images de combat. Leurs points de visée de correction de tir sont restés stables, même sous un stress intense. Quand un FW-190 a traversé la formation en hurlant avec des tirs de canon éclair de ses ailes, ces mitrailleurs expérimentés ont maintenu leur correction automatiquement. Leurs esprits conscients pouvaient être terrifiés. Beaucoup ont admis être absolument convaincus qu'ils allaient filer mourir pendant certains engagements, mais leurs mains ont maintenu la bonne image de visée de toute façon. Ils avaient atteint ce que les artistes martiaux appellent « mushin » ou l'absence d'esprit, l'état où la technique se produit sans direction consciente. Mais ce niveau de compétence a pris du temps et des munitions que la plupart des mitrailleurs n'ont jamais reçues. Les mathématiques de l'entraînement en temps de guerre étaient brutales. Si créer un tireur expert en correction de tir nécessitait 5000 cartouches de pratique et 10 semaines d'entraînement intensif, mais l'offensive des bombardiers avait besoin de 50 000 nouveaux mitrailleurs en 6 mois, les compromis étaient inévitables. La majorité des mitrailleurs volant en mission de combat n'ont jamais atteint la véritable compétence inconsciente. Ils sont restés perpétuellement au stade de compétence consciente, capables de correction de tir appropriée quand les conditions leur permettaient de réfléchir, mais vulnérables à l'effondrement, sous un stress extrême ou face à des situations tactiques inattendues. Cela a créé une étrange stratification dans l'efficacité au combat. La puissance défensive d'une formation de bombardiers n'était pas uniforme. Elle dépendait fortement des mitrailleurs spécifiques qui se trouvaient dans les positions spécifiques sur les aéronefs spécifiques. Une formation qui se trouvait inclure plusieurs vétérans ayant une formation approfondie pouvait repousser les attaques qui auraient dévasté une formation d'équipage plus récent. Les pilotes de chasse allemands ont appris à identifier et exploiter cela, ciblant les bombardiers qui montraient un tir hésitant ou imprécis lors des premiers passages, évitant les formations où le tir défensif était immédiat, lourd et précisément placé. La révolution de la correction de tir qui a commencé par des expériences britanniques et le désespoir américain n'a pas pris fin quand la Seconde Guerre mondiale s'est conclue en 1945. Le principe fondamental selon lequel vous devez viser où la cible sera, pas où elle est devenu fondamental pour chaque système d'armes développé par la suite. Le site de canon informatisé Mark XIV a évolué en Mark XVIII, qui a servi pendant la guerre de Corée, puis en ordinateur de contrôle de tir numérique qui pouvait traiter des dizaines de variables simultanément. Au Vietnam, les avions de chasse transportaient des systèmes de mitrailleuses assistés par radar, qui calculaient la correction automatiquement, ne nécessitant que les pilotes gardent les cibles dans les paramètres d'acquisition. Le système de visée optique de calcul de correction du F-4 Phantom faisait en microsecondes ce qui avait pris au gyroscope mécanique de Draper des fractions significatives de secondes. Le combat aérien moderne RR a largement dépassé les canons entièrement. Les missiles gèrent l'interception à des portées où la correction nécessiterait une correction de 1000 plutôt que de pieds. Mais la physique sous-jacente n'a pas changé, juste la mise en œuvre. Un missile AMRAAM,
AIM 120 utilise la navigation inertielle et le radar actif pour mettre à jour continuellement sa trajectoire vers où sa cible sera, exécutant des calculs de correction des milliers de fois par seconde. Le radar ANA-PG-77 du F-22 Raptor ne fait pas que suivre les cibles. Il prédit leur position future en fonction de la vélocité et de l'accélération actuelle, puis positionne l'aéronef et sélectionne les armes en conséquence. C'est le même problème que William Fleming a résolu avec des croquis dessinés à la main en 1944, maintenant gérés par des ordinateurs traitant des teraflops au lieu de mitrailleurs comptant les longueurs d'avion. Fait intéressant, les principes fondamentaux de la correction de tir restent une partie de l'entraînement moderne des pilotes de chasse. Malgré les canons étant des armes tertiaires dans le combat aérien contemporain, l'école des armes de chasse de la marine, Top Gun, enseigne toujours les manœuvres de base du combat aérien qui incluent les engagements au canon uniquement. Non pas parce que les pilotes s'attendent à un combat rapproché avec des canons, mais parce que l'apprentissage de la prédiction visuelle de l'endroit où une cible manœuvrante développe une conscience spatiale qui s'applique à tous les aspects du combat aérien. Un pilote qui a maîtrisé la correction de tir comprend intuitivement les taux de fermeture, l'angle d'attaque et les courbes de poursuite en correction. Des concepts qui importent que vous tiriez un canon ou que vous vous positionniez pour un tir de missile. Les leçons s'étendent au-delà de l'aviation dans tout domaine impliquant des cibles se déplaçant rapidement. Les systèmes modernes de défense aérienne du CIWS Phalanx, défendant les navires de guerre au crame, protégeant les bases terrestres, sont essentiellement des mises en œuvre sophistiquées de ce que ces mitrailleurs de bombardiers de 1943 ont lutté pour faire manuellement. Le Phalanx tire 4500 cartouches par minute, 75 cartouches par seconde sur les missiles et aéronefs entrants. Son radar calculant continuellement la correction et mettant à jour le point de visée. Il fait les mêmes corrections qu'Eddie Kowalski avait besoin sur les îles Salomon, juste plus rapidement et sans l'hésitation humaine qui a coûté tant de vies. Même les jeux vidéo qui simulent le combat intègrent la mécanique de correction de tir, enseignant aux joueurs le même principe contre-intuitif. Viser où la cible va. Des jeux comme War Thunder et Digital Combat Simulator exigent que les joueurs guident manuellement les cibles mobiles, et les nouveaux joueurs éprouvent la même frustration que les mitrailleurs de 1942 ont ressenti, regardant leurs traceurs passer inoffensivement derrière les aéronefs ennemis, jusqu'à ce qu'ils intériorisent que la correction est nécessaire. Les joueurs les plus compétents développent la même compétence inconsciente que les vétérans du combat ont atteinte. Leurs mains ajustant la visée sans pensée consciente. La transformation des taux de coup de 4% au début de 1009, 143 à 20%, ou plus à la fin de 1944 représente l'une des améliorations tactiques les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale. Réalisée non pas par un équipement supérieur ou des nombres écrasants, mais par la compréhension et le travail avec la cognition humaine plutôt que contre elle. Des milliers de membres d'équipage aérien qui auraient pu mourir ont continué à voler. Les chasseurs ennemis qui auraient pu s'échapper ont été abattus en flammes, et les campagnes de bombardement qui auraient pu échouer ont atteint leurs objectifs. Tout cela parce que quelqu'un a finalement reconnu que l'instinct humain, aussi fort soit-il, pouvait être faux, et que la survie signifiait entraîner les gens à ignorer ce qui semblait naturel et faire confiance à ce que la physique exigeait. Les mitrailleurs qui ont appris à viser le ciel vide, qui se sont forcés à tirer sur rien de visible et à faire confiance à leurs balles, rencontreraient le métal, ont prouvé quelque chose d'essentiel sur l'adaptabilité humaine sous pression. Nous ne sommes pas prisonniers de nos instincts. Avec une compréhension appropriée, une formation suffisante et assez de désespoir, nous pouvons recabler nos réponses pour correspondre à la réalité, plutôt que d'exiger que la réalité corresponde à nos intuitions. Cette leçon, née dans le sang sur l'Europe et le Pacifique, reste pertinente partout où les humains font face à des situations où l'instinct et la solution pointent dans des directions opposées.